Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet instant été. Nous sommes aujourd'hui à Monteneuf, au cœur de ces landes classées réserve naturelle régionale depuis juin 2013. Ici se dresse aussi un site mégalithique vieux de 6500 ans. On ira le voir tout à l'heure, mais pour l'instant, on est avec vous, Nicole Meunier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée de la gestion de la réserve naturelle où nous sommes. Oui. Quelles sont en quelques mots les richesses de ce lieu ? C'est une réserve qui est essentiellement constituée de landes et de zones humides. Donc pour la Bretagne, les landes, ça paraît quelque chose de très généralisé, mais en fait, depuis le début du siècle, les landes disparaissent à vue d'œil en Bretagne. Il y en avait 50% en début du siècle et il n'en reste aujourd'hui que 3%. Et ici, on est dans un milieu de landes intérieures où on va retrouver des espèces très caractéristiques et qui sont maintenant fragiles parce qu'il n'y en a presque plus. Alors par exemple, on est sur 125 hectares. Voilà, ici. 125 hectares. Alors de l'ajonc d'Europe, de l'ajonc nain, des bruyères cendrées, des bruyères ciliées, des bruyères à quatre angles et de la moulinie. Donc tout ça, c'est les espèces caractéristiques. Et puis on va avoir, suivant les zones où nous sommes et le milieu plus ou moins humide, on va trouver des particularités, des espèces vraiment très pointues où on va aller, qu'on peut aller découvrir. Ce sont les espèces carnivores, par exemple la drosera, la grassette du Portugal, ou alors la gentiane pleumonnante qui va abriter un papillon, l'azuré des Mouillères, ou qui ne pourra vivre que si la fourmi intervient dans ce processus de vie. Je suis obligée de vous couper parce qu'il y en a 772 des espèces d'après ce que j'ai lu. Comment est-ce qu'il faut faire pour la préserver justement cette lande ? Alors on y est au quotidien, on travaille au quotidien en faisant des inventaires, c'est-à-dire en essayant de connaître toujours mieux ce milieu et les espèces qui vivent, parce que ce sont des espèces toutes petites. On n'a pas bien sûr d'espèces emblématiques des ours ou des loups. Hein. Ici, c'est des araignées, des grenouilles, beaucoup d'insectes, libellules, papillons. Donc, dès qu'on va se pencher un peu et regarder dans l'infiniment petit, on va trouver plein de couleurs et de choses magnifiques. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire découvrir un lieu comme ça tout en le préservant ? Alors, le valoriser, il y a des espaces ouverts. Donc on peut, par des sentiers, arriver à cheminer dans ces milieux. Et puis on a des choses plus accompagnées. On a des sentiers de découverte qu'on peut faire avec une carte ou avec un MP3, donc un sentier sonore ou une carte où on va se repérer, comme le sentier d'Ozégan par exemple. Donc on découvre seul ou accompagné. Seul ou accompagné. Il y a plusieurs propositions. Merci beaucoup Nicole Meunier pour ces explications. On va revenir dans un instant à Monteneuf voir le site néolithique justement. Mais pour l'instant, je vous propose de passer à vos actualités estivales bretonnes. À Brest, dans le quartier du Forestou, 2 maisons appartenant à l'office HLM ont été réquisitionnées pour loger des demandeurs d'asile sans alternative. Le mouvement Zéro personne à la rue, qui milite pour le droit au logement, a investi sans autorisation des maisons qui doivent être détruites. La famille de Sébastien, un Macédonien, ne peut aller nulle part ailleurs. On se sent seul ici. Personne ne nous aide. On fait de notre mieux pour survivre seul. Les 20 pavillons du quartier du Forestou appartiennent à l'office HLM Brest Métropole Habitat depuis 2011. Ils doivent détruire les maisons devenues vétustes. Le mouvement Zéro personne à la rue, de son côté, veut que tous puissent être logés décemment. Il reproche à BMH de détruire l'intérieur des maisons pour éviter les squatteurs. BMH vient détruire, nous on reconstruit, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui dorment dans la rue, qui dorment dans des parcs. Il y a des enfants, il y a des nourrissons. Il remet aussi en question le fonctionnement d'une association chargée de trouver des logements aux demandeurs d'asile. Coalia, entre autres, censé les aider, ne fait rien pour eux. Donc on essaie de les loger dans la mesure du possible. Selon l'office HLM, dès qu'un locataire est relogé, les accès aux maisons sont condamnés avant leur destruction. Les travaux de déconstruction des intérieurs des maisons vides ont débuté mi-juillet, les autres devraient suivre.
Ça a commencé mi-juillet, le temps de passer les marchés, que l'entreprise se mette en route, prépare le travail. D'abord, on vide les logements, on trie les matériaux, on fait du tri, c'est une démarche un peu écologique. Et ensuite, on vient grignoter les murs, déconstruire et enlever les gravats. Les organismes HLM n'ont aucune compétence pour tout ce qui touche au droit d'asile. C'est une compétence de l'État. Pour interpeller les Brestois et les politiques, 2 artistes de la région, Coco Panel et Pod, affichent des portraits des personnes en difficulté sur les murs des maisons occupées. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel, je travaille à la Maison d'Armorine, plus connue sous le nom des Niniches. Je vais vous faire visiter l'entreprise, je vais vous inviter à rentrer. La Niniche, c'est un bâton de sucre créé au caramel au beurre salé. On va éviter de s'en mettre plein les doigts, on va en faire une sucette, on va y mettre un petit bâton. C'est un mélange d'eau, de sucre, de glucose, de fleurs de sel de Guérande, un bon beurre frais breton et de la crème. Aujourd'hui, c'est 50 parfums différents, c'en est 20 au caramel, 30 aux arômes naturels de fruits. Bonbons primés, meilleurs bonbons de France, est référencé aujourd'hui au patrimoine culinaire français. C'est tout simplement en s'installant à Quiberon que les époux Audebert ont fait découvrir leur confiserie. Ils étaient confiseurs de formation. Alors ça a commencé sur la grande plage, sur une petite table de camping. On s'appelait exclusivement les Niniches auparavant. Aujourd'hui c'est la Maison d'Armorine, voilà, de par la gamme qui s'est étoffée. Avec ces 3 générations qui se sont succédées. C'est aujourd'hui monsieur Alain Audebert, petit-fils des fondateurs, qui est à la tête de l'entreprise. Et c'est lui-même qui aura étoffé cette gamme. Alors il y a eu depuis le caramel tendre au beurre salé, le salidou, qui va se développer sous forme de crème, de caramel. Et puis de ces idées se sont développés des biscuits à base de crème ainsi que du chocolat. Bienvenue sur le site de production, c'est ici que nous allons tout produire. Le caramel au beurre salé, les Niniches évidemment, bonbons aux fruits et tout autre. Alors Kevin, ça y est, a travaillé et a fabriqué sa pâte. Il a ainsi fait un premier mélange, il a obtenu ce caramel au bout d'une demi-heure de cuisson. Alors il aura fallu à peu près une demi-heure à un palier de température bien spécifique. Le but étant ensuite d'obtenir 40 kg de caramel. Alors désormais Kevin va devoir faire refroidir sa pâte. On est sur un bonbon qui va demander à être façonné, à devenir une sucette. Néanmoins, ce bonbon devra être façonné à chaud. Malgré tout, le savoir-faire du confiseur est important puisque c'est lui qui va devoir estimer cette température et qui va ainsi passer la main à un autre confiseur qui se chargera de découper cette sucette. Je vous invite ainsi à venir à Quiberon. Alors, la plage, la côte sauvage, c'est une chose. Mais je vous invite surtout à venir découvrir notre savoir-faire. On est ouvert ici chaque jour, des visites, plusieurs fois par jour, pour ainsi découvrir la fabrication des Niniches, mais pas que. Et voilà, on est de retour au centre des Landes de Monteneuf. On est au cœur de son site mégalithique avec vous, Pauline Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiatrice du patrimoine ici. Présentez-nous en quelques mots cet endroit. Voilà, nous sommes sur le site mégalithique des Menhirs de Monteneuf. Donc c'est un site où on a 42 pierres debout à ce jour sur 1 hectare. Mais c'est un site beaucoup plus grand puisque tout autour de nous, on trouve de nombreuses pierres couchées dans la forêt. Voilà. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont redressées et d'autres qui sont couchées. Voilà. Alors toutes les pierres ont été couchées au Moyen-Âge et les archéologues les ont retrouvées à la fin du XXe siècle et ont redressé une petite partie des pierres, celles qu'ils ont fouillées, celles dont ils étaient sûrs de l'emplacement d'origine à la préhistoire. D'accord, donc c'est pour ça que celles-ci sont redressées. Il y avait une garantie de vérité quelque exactement. part. Est-ce qu'on sait ce que traduit en fait l'emplacement de ces pierres, leur orientation ? Qu'est-ce que ça dit de l'activité de l'époque ? Alors, en fait, les pierres ont été dressées au début de la sédentarisation des hommes, donc à l'époque où ils commencent à habiter dans des villages et se posent à un lieu. Et ces pierres, finalement, marquent un petit peu le territoire des hommes
de l'époque des hommes qui habitaient à côté. Il reste des mystères toutefois autour de. Oui, parce que voilà, c'est une supposition archéologique. Les corrélations nous laissent à penser que c'était effectivement cette hypothèse. Après, notre site, il a fallu 1 millier d'années pour le construire. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'autres raisons aussi qui ont fait que ce site a été construit. Pourquoi autant de pierres? Pourquoi debout de cette manière? Pourquoi cette taille, ces formes? Voilà, ça reste mystérieux malgré tout. Donc il y a encore des recherches aujourd'hui? Oui, alors depuis 2014, des prospections archéologiques continuent, puisque je vous disais, le site est très grand tout autour de nous. Et chaque année, 1 hectare est prospecté. Donc la prospection, ça veut dire on ne fouille pas dans le sol, mais on essaye de comptabiliser les menhirs pour savoir combien il y en a sur le site. Donc voilà. Encore des choses à aller découvrir, oui, parce qu'on peut imaginer que c'est un site très très vaste. Ah oui, alors les premières études dans les années 80 nous montraient un site de 7 hectares, mais voilà, ça n'a pas été forcément prouvé jusqu'au bout, donc il faut encore beaucoup d'années avant de découvrir justement son étendue. Pour faire découvrir cet endroit aux visiteurs, vous avez une palette d'animations. Dites-nous un petit peu ce que vous proposez. Nous proposons des activités surtout familiales. Par exemple, tous les matins, on propose un grand jeu de piste pour découvrir le site dans son étendue et puis comprendre son histoire, faire des petites animations autour de cela. Puis tous les jours, on propose des visites guidées aux gens pour comprendre le site. On voit derrière nous, il y a voilà, un groupe. Exactement. Mais aussi des activités tout au long de la semaine, du lundi au samedi, telles que des démonstrations d'allumage de feu comme à la préhistoire, où les gens du coup découvrent plein de choses sur le feu, mais aussi des déplacements de menhirs, comme on peut le faire avec les gens qui sont là aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup Pauline Lecomte. Donc le rendez-vous c'est ici tous les jours en accès libre et puis les animations donc du lundi au samedi. C'est la fin de cet instant été. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.